En 1963, le président John Kennedy prend d'importantes mesures. Il signe avec l'Union soviétique le traité de Moscou qui interdit les essais nucléaires et soutient les positions gouvernementales en faveur des droits civiques pour les Noirs défendus par Martin Luther King. À l'occasion d'une tournée européenne triomphale, Kennedy confirme sa stature internationale et son image de défenseur des libertés. Le 26 juin, à Berlin, 2 ans après la construction du mur, il réaffirme son hostilité au régime communiste. Tous les hommes libres, où qu'ils soient, sont des citoyens de Berlin. Et c'est pourquoi, en homme libre, je suis fier de dire « Ich bin ein Berliner ». Le 22 novembre à 11h38, le président, accompagné par sa femme Jackie, arrive à Dallas où il entame une tournée politique nationale afin de préparer sa campagne de réélection à la présidence prévue pour novembre 1964. C'est une belle journée d'hiver, aussi Kennedy a-t-il décidé de faire décapoter sa limousine pour traverser Dallas. Le cortège, composé de plus de 20 véhicules, est accueilli par une foule enthousiaste. À 12h29 très exactement, le cortège entre sur la place d'Ely. À 12h30, un coup de feu éclate. La main que le président agite pour saluer la foule se crispe. Un autre coup de feu, et il porte ses mains à sa gorge. Dans un geste de panique, Jackie se hisse sur le coffre du véhicule. Un agent des services secrets la repousse sur son siège. Il y aura eu au moins 3 coups de feu, dont l'un aura littéralement fait éclater le crâne de Kennedy. Pendant que la voiture présidentielle fonce vers l'hôpital, l'un des motards de la police, Baker, se précipite dans un dépôt de livres scolaires d'où il pense que les coups de feu sont partis. Arrivé à la cafétéria du 2e étage, Baker interpelle un certain Oswald. Mais ses soupçons s'envolent quand il apprend que l'homme est un employé du dépôt. Ce dernier en profite pour regagner discrètement son domicile. Au service traumatologique de l'hôpital, les médecins mettent tout en œuvre pour tenter de ranimer le président. Mais un neurologue constate le décès à 13h. Il est 14h38. Quand, à bord du Boeing présidentiel, le vice-président Johnson prononce le serment qui fait de lui le nouveau président des États-Unis. À sa gauche, Jackie Kennedy porte encore son tailleur taché par le sang de son mari, dont la dépouille s'envole avec elle pour Washington. Mais revenons quelques minutes en arrière. À 13h15, Tippit, un agent de police, a entendu l'appel général diffusant la description d'un suspect et interpelle un jeune homme dans la rue. Il n'a pas le temps de vérifier son identité que le suspect là-bas et s'enfuit. Peu après, un commerçant remarque un jeune homme qui se précipite dans un cinéma. Ce dernier est très vite arrêté par la police et interrogé pour le meurtre de Tippit, puis inculpé pour l'assassinat de Kennedy. Il se nomme Lee Harvey Oswald. Le lendemain matin, la découverte d'une facture prouve qu'Oswald est le propriétaire du fusil retrouvé au 6e étage du dépôt de livres. Entre-temps, la dépouille de Kennedy arrive à l'hôpital Bethesda de Washington, où une nouvelle autopsie est pratiquée. Deux jours plus tard, peu après 11h20, alors qu'Oswald va être transféré à la prison du comté, la télévision transmet en direct ces images incroyables. On l'a abattu. Il a été abattu. Lee Oswald a été abattu. L'assassin d'Oswald se nomme Jack Ruby, tenancier d'une boîte de nuit servant de façade pour la prostitution et la drogue. Grâce à ses nombreuses relations dans la police, il a réussi à pénétrer dans le bureau de police, puis à tirer à bout portant dans le ventre d'Oswald. Jack Ruby affirme avoir agi de lui-même pour éviter à l'épouse du président d'avoir à revenir à Dallas pour y affronter la douloureuse épreuve du procès. Des journalistes se souviennent encore de Ruby, intervenant 2 jours plus tôt lors d'une conférence de presse tenue par le district attorney Henry Wade pour apporter des précisions sur le cas Oswald. Jugé en 1964, Ruby est condamné à la peine de mort, mais la sentence est cassée en 1966. En 1967, alors qu'il se prépare à un nouveau procès, il décède des suites d'un cancer. Quant à Oswald, il meurt le 24 novembre 1963
2 jours et 7 minutes après John Kennedy. Le 29 novembre, Lyndon Johnson annonce la constitution d'une commission d'enquête placée sous la direction du président de la Cour suprême, le juge Warren, composée de 7 hommes politiques et hauts fonctionnaires, et chargée d'établir la vérité sur l'assassinat de Kennedy. L'audition de 552 témoins durant près d'1 an conclut à la responsabilité isolée d'Oswald et nie donc toute possibilité de complot. Avec l'aide du FBI, la commission Warren organise des reconstitutions de l'assassinat et confirme qu'Oswald a tiré 3 fois, qu'il lui a fallu pour tirer entre 5 et 6 secondes et au moins 2 secondes pour charger son fusil et faire feu. Quand il passe devant l'immeuble du dépôt de livres, le cortège officiel ne roule plus qu'à 20 km/h. Du haut de son 6e étage, caché derrière des piles de carton, Oswald tient là une cible parfaite. Pourtant, le premier tir manque sa cible. Oswald tire alors une nouvelle fois, visant juste à droite de la colonne vertébrale de Kennedy. La balle frappe le président dans le dos, ressort par la gorge, puis transperce le dos du gouverneur du Texas, Connally, assis à l'avant de la limousine, lui fracasse le poignet droit et finit sa course dans sa hanche. Selon la thèse du tireur unique, une même balle a donc traversé successivement les 2 corps. Le 3e tir atteint le président à l'arrière du crâne et lui cause une blessure fatale. L'homme s'effondre et glisse en sang sur les genoux de sa femme qui hurle « Mon Dieu, ils ont tué mon mari ». Voici le trou que la 3e balle a probablement fait dans le pare-brise. Quant à la première balle, la commission Warren pense qu'elle a raté sa cible, ricoché sur un trottoir, blessant un témoin au visage et atterrit ici, devant la voiture. Toujours selon la commission, Oswald a alors caché son fusil, descendu les escaliers 4x4 jusqu'à la cafétéria du 2e étage où il a été interpellé, puis relâché par le policier Baker. Au moment où la police découvrait l'arme, un fusil à lunettes qu'il avait acheté 8 mois plus tôt sous un faux nom, Oswald quittait l'immeuble. La fameuse balle qui aurait touché Kennedy puis provoqué toutes les blessures de Connally a été retrouvée. Elle est intacte, ce qui est surprenant quand on sait qu'elle a traversé des os et des muscles à plusieurs reprises. La commission confirme qu'Oswald est bien le meurtrier de Tippit et qu'il l'a tué au moment où le policier descendait de sa voiture pour l'interpeller. Oswald lui tire dans la tête, la poitrine et l'estomac et court se réfugier au cinéma tout en rechargeant son revolver. Mais Oswald a été repéré et bientôt arrêté. Une conférence de presse a lieu à minuit dans la plus grande confusion. On y révèle le nom de l'assassin. Le nom est Lee Harvey Oswald, O-S-W-A-L-D. Tout en clamant son innocence, Oswald traverse alors une foule hostile de journalistes à laquelle il déclare « Je n'ai tiré sur personne, non monsieur. On ne m'a même pas dit pour quelle raison je suis ici. » Les questions des journalistes fusent de toutes parts. Et Oswald, qui ne sait plus où donner de la tête, répond tant bien que mal. « Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Avez-vous tué le président? Je travaille dans cet immeuble. Étiez-vous dans l'immeuble à ce moment-là? Naturellement, puisque j'y travaille. Ils essaient de m'avoir. Je ne suis qu'un pigeon. » Durant tout l'interrogatoire, Oswald maintient sa version des faits, niant l'authenticité de certaines photos le représentant et refusant de se soumettre au détecteur de mensonges. Oswald est né à la Nouvelle-Orléans en 1939. Plutôt bon élève à l'école primaire, il lira Marx à 15 ans et deviendra un révolutionnaire. À 17 ans, il s'engage dans les marines et devient tireur d'élite. Affecté au Japon en 1957, il commence à étudier le russe. En 1959, il quitte les marines, part en Russie où il se marie en 1961, puis revient vivre au Texas avec sa femme en 1962. Prenant cette photo pour preuve, la commission Warren affirme qu'Oswald y devient un militant révolutionnaire. Une autre photo le montre en train de distribuer des tracts pro-castristes. Le rapport de la commission Warren est publié le 27 septembre 1964. Si ces conclusions sont d'abord accueillies avec soulagement, elles sont loin de persuader tout le monde.
Garrison, le procureur de la Nouvelle-Orléans, sera l'un des premiers à mettre en évidence les incohérences des conclusions de la commission. Il pense que l'assassinat de Kennedy est un complot monté par des éléments dissidents de la CIA. J'estime que la commission Warren s'est trompée et que la preuve en sera bientôt faite. Très vite, Garrison est suivi par d'autres experts qui révèlent toutes les incohérences du scénario présenté par la commission. Fort de ses soutiens, Garrison demande la réouverture de l'enquête. La trajectoire extraordinaire de la balle, qualifiée par certains de balle magique, est l'une des principales objections aux conclusions de la commission. A-t-elle vraiment pu occasionner cette blessure et rester intacte? D'autre part, même un tireur d'élite chevronné aurait été incapable de faire feu et recharger son arme 3 fois en moins de 7 secondes. D'autant que le viseur du fusil retrouvé dans le dépôt de livres était défectueux. Il y avait donc forcément un second tireur, probablement placé face à la voiture. Pour ne pas en arriver à cette conclusion, dérangeante puisqu'elle accréditait la thèse du complot, les conclusions de la commission sont totalement muettes sur ce sujet. Des photos montrent que le président Kennedy a été projeté en arrière au moment où il a été atteint. Pour les experts en balistique, cela signifie qu'il a été touché de face. Les adeptes de la version d'un tireur isolé expliquent quant à eux que le corset que Kennedy portait pour ses douleurs dorsales lui a maintenu la tête en arrière, et ce, malgré la direction contraire du tir. Mais si tel était le cas, pourquoi les 2 motards qui suivaient le président ont-ils été couverts de son sang? D'autre part, plus de 50 témoins se sont présentés pour dire qu'ils avaient entendu des coups de feu ou vu de la fumée en provenance de ce monticule herbeux situé devant la voiture. À l'hôpital, l'examen du corps de Kennedy confirme que sa blessure à la gorge a bien été causée par une balle entrante, et donc par un tir venant de face. Mais il se pourrait que le corps de Kennedy ait été manipulé durant son transfert de Dallas à Washington. En effet, les médecins légistes de Dallas ont relevé un impact sur la tête beaucoup plus petit que celui observé par les médecins militaires de Washington. D'ailleurs, le corps de Kennedy enveloppé de drap à Dallas arriva à l'hôpital de Washington dans un sac en caoutchouc gris. L'incertitude plane également sur les activités d'Oswald à la Nouvelle-Orléans. Était-il un agent de la CIA infiltré dans une organisation pro-castriste? Était-il un agent à la solde du KGB? Ou un simple militant pro-castriste, comme le stipulent les conclusions de la commission? D'autre part, la commission n'a pas tenu compte des liens que Ruby entretenait avec la pègre. Ruby n'aurait-il pas reçu des ordres pour empêcher le pigeon Oswald de révéler le commanditaire du complot? En 1976, plus de 80% des personnes interrogées ne croyaient pas à la thèse du tireur isolé. Poussé par la pression populaire, le Congrès met sur pied une commission d'enquête parlementaire sur les assassinats. Deux révélations servent de déclic. La première, c'est une lettre d'Oswald adressée à l'agent du FBI, James Hosty, qui a été détruite après sa mort. Hosty ne l'avait pas mentionné à la commission. La seconde fut la découverte de l'implication de la CIA dans plusieurs tentatives d'attentats contre Fidel Castro, révélant la présence d'éléments incontrôlables au sein de cette agence gouvernementale. Gerald Ford, membre de la commission Warren, déclare à la nouvelle commission d'enquête que s'il avait eu connaissance de ces informations, la commission dont il faisait partie aurait élargi son champ d'investigation. Si nous avions eu connaissance de projets ou de tentatives d'assassinat par une agence du gouvernement fédéral, nous aurions certainement étendu notre enquête à ces organisations. Oui, il y a bien eu un quatrième coup de feu, conclut la commission parlementaire dans son rapport de janvier 1979, en s'appuyant sur l'analyse des enregistrements effectués par des micros de la police de Dallas. Grâce à un équipement acoustique sophistiqué,
Cette analyse a permis d'identifier la provenance du troisième des 4 coups de feu. Celui-ci est parti du monticule herbeux. Un autre tireur au moins a donc fait feu. La commission d'enquête parlementaire conclut qu'il y a probablement eu complot, mais que ni la CIA ni le FBI n'y étaient impliqués. Alors qui? Si Oswald n'a pas échafaudé l'assassinat, qui l'a fait? Un vaste éventail d'instigateurs potentiels s'est constitué au fil des ans. Le premier étant l'Union soviétique. Après tout, Oswald est parti là-bas en 1959, y a épousé Marina, une jeune femme dont l'oncle est soupçonné d'avoir des accointances avec le KGB, et l'a ramené avec lui à la Nouvelle-Orléans, où il a alors fréquenté des Cubains pro-castristes. Sur cette photo, il brandit un fusil et une publication marxiste. Mais Oswald a déclaré à la police de Dallas qu'il s'agissait là d'une photo truquée, ce que soutinrent de nombreux experts prenant pour preuve les directions contradictoires des ombres sur son visage et sur le sol. On a suggéré que c'est la CIA qui avait envoyé Oswald en Russie. Peut-être était-il alors l'une de ses taupes. Une chose est sûre, lorsqu'il était à la Nouvelle-Orléans, Oswald fréquentait des gens travaillant pour la CIA. Parmi eux, Guy Bannister, un ancien agent du FBI dont Oswald utilisait l'adresse pour les activités du comité de Cuba, et le pilote David Ferry, qu'Oswald connaissait depuis l'adolescence et qui réalisait des missions à Cuba pour la CIA. La CIA déclare qu'il est allé à Mexico le 27 septembre 1963 afin d'obtenir des visas pour Cuba et l'Union soviétique, ce qui indiquerait qu'Oswald préparait sa fuite. Mais beaucoup pensent qu'il s'agit là d'un coup monté par la CIA, puisque les photos de l'homme transmises sur celle-ci à la police de Dallas et prises à l'ambassade de Mexico ne sont manifestement pas celles d'Oswald. Ferry meurt peu après son implication dans l'affaire Kennedy, soi-disant d'une rupture d'anévrisme. Mais sa disparition fait partie d'une série de 20 décès mystérieux de personnes liées aux suites de l'assassinat. Parmi elles, l'écrivain Dorothy Kilgallen, qui a déclaré être sur le point de faire éclater au grand jour toute la vérité sur l'assassinat. Tom Howard, avocat, ami et confident de Jack Ruby, terrassé par une crise cardiaque. Le journaliste Bill Hunter, qui avait interviewé Howard, abattu dans un commissariat en Californie. Jim Keothi, le seul autre journaliste à avoir interviewé Howard, tué par un rôdeur. Hank Killam, qui a fait allusion à l'existence d'un lien entre Ruby et Oswald, égorgé. L'éventualité d'un complot devient plus crédible encore si l'on considère que John Kennedy et son frère Robert n'étaient pas les héros populaires qu'a bâti la légende. Le père du président, Joseph, et le clan des Kennedy tout entier suscitaient beaucoup de méfiance car ils étaient considérés par beaucoup comme des arrivistes. Le père a fait jouer de nombreuses relations et dépensé des millions pour qu'il gagne la présidence. Néanmoins, il ne fait pas de doute que John était un orateur habile doté d'un certain charisme et qu'il incarnait le nouvel esprit de l'Amérique. À l'automne, nous mènerons la lutte au nom du peuple et nous gagnerons. Mais dans ses efforts pour remporter les élections, John a fait des promesses qu'il n'a pas toujours pu tenir et a déçu certains de ses partisans au point peut-être qu'ils aient cherché à se venger. Kennedy avait fait la promesse de régler le problème de Cuba pour que les réfugiés puissent rentrer chez eux. Je peux vous garantir que ce drapeau sera rendu à votre brigade dans une Havane libre. Le 17 avril, la CIA et quelques milliers de réfugiés cubains tentent un débarquement dans la baie des Cochons. La tentative américaine visant à renverser Castro se solde par un désastre humiliant. Tandis que Castro chantait la victoire et jurait de se venger, les exilés cubains ainsi que la CIA imputaient l'échec au retrait de dernière minute du soutien aérien. Pour eux, il ne faisait aucun doute que Kennedy avait été l'obstacle au bon déroulement de l'opération. Quelques mois plus tard, Kennedy fera preuve de fermeté dans la crise des fusées,
Les Soviétiques étaient en train d'installer des rampes de lancement de missiles nucléaires à Cuba. Cette fois, le jeune président ne commet pas d'erreur. Il est déterminé à faire retirer les engins soviétiques. Le 22 octobre 1962, il lance un ultimatum à Khrouchtchev, se disant prêt à lancer une attaque de grande envergure. Khrouchtchev doit s'incliner et évacuer ses fusées. La tension redescend en juillet 1963, lorsque les deux chefs d'État se rencontrent pour négocier et apaiser leurs différends. Les sudistes d'extrême droite étaient certainement les plus hostiles adversaires du président. Non seulement Kennedy a une attitude plutôt souple à l'égard du communisme et est en faveur des droits civiques pour les Noirs, mais le président a réduit les crédits d'impôt sur les gisements pétroliers et a congédié leur héros militaire, le général Walker, pour avoir distribué des tracts d'extrême droite à ses troupes. On pense également que Kennedy ne gardera pas Lyndon Johnson, l'un des hommes politiques les plus influents du Sud, comme vice-président aux élections de 1964. L'amplitude du ressentiment de certains sudistes apparaît dans ce prospectus distribué juste avant l'arrivée de Kennedy à Dallas. Les membres de l'organisation Mangouste, mise sur pied par le président pour coordonner les activités anticastristes, nourrissent une vive rancœur à l'égard du président. Selon certaines thèses, Oswald aurait été un agent secret choisi comme pigeon par des membres de Mangouste. Parmi les ennemis de Kennedy, on peut encore citer la mafia qui ne recule devant rien quand ses intérêts sont en jeu. Durant les élections de 1960, le parrain de Chicago, Sam Giancana, a fait campagne pour Kennedy et a contribué à sa victoire dans l'État clé de l'Illinois. Giancana pense pouvoir accroître son emprise sur Kennedy lorsque celui-ci a une liaison avec sa propre maîtresse, Judith Campbell. Au lieu de se montrer reconnaissant, Kennedy entend lutter contre la pègre. Le nouveau ministre de la Justice, qui n'est autre que Robert Kennedy, le frère de John, a juré de mettre sous les verrous Jimmy Hoffa, le patron des syndicats dont les liens avec la mafia sont reconnus. Il met en place une enquête qui révèle l'ampleur des ramifications de la mafia dans certains secteurs de l'économie américaine. Le parrain Carlos Marcello a été emprisonné suite à des rumeurs d'un complot d'assassinat contre les deux frères Kennedy. Le bruit court qu'il aurait embauché des tueurs à gages français à Dallas. On sait que Hoffa a envoyé un message à Marcello dans lequel il disait « Il faut en finir ». Hoover, qui est depuis longtemps à la tête du FBI et ne porte pas Kennedy dans son cœur, s'efforce de faire admettre la thèse selon laquelle Oswald aurait agi seul. Essaierait-il de protéger le FBI ? La théorie du tireur isolé soutenue par la commission Warren est complètement discréditée par toutes les incohérences qui surgissent de l'enquête. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les assassinats, qui, en 1979, accréditait la thèse du complot, ouvrait en même temps la voie à une enquête approfondie. Mais depuis cette date, il n'y a eu aucune réponse officielle aux questions posées par le procureur Garrison. Demandez-vous un peu à qui cet assassinat a le plus profité. Et vous allez vous poser quelques questions. Qui a nommé les membres de la commission Warren? Et qui est à la tête de cette CIA qui a dissimulé un nombre incroyable de pièces à conviction? Et qui dirige le FBI? Le 25 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy est enterré au cimetière national d'Arlington. 1 million de personnes en deuil bordent les rues de Washington et des millions d'autres se joignent à elles devant leur écran de télévision. Ce jour-là, les plus grands espoirs d'une génération se sont envolés. Il est peu probable qu'une réponse définitive à l'un des plus grands mystères de ce siècle puisse jamais être donnée. Trop d'intérêts sont en jeu, même 30 ans après.